Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager plusieurs histoires de personnes qui ont témoigné de rencontres qui les ont effrayées et toutes ces histoires se passent en France. C'est le concept habituel en soi des threads d'horreur qui se déroulent en France. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram que je vous affiche juste ici à KenTV. Si vous souhaitez, si l'envie vous le dit évidemment, me partager quelque chose qui vous est arrivé pour les vidéos threads d'horreur des abonnés. On ne va pas s'éterniser plus longtemps sur l'introduction. Si vous êtes maintenant bien installé, nous sommes partis pour voir ensemble ces différentes histoires. Dans la première histoire, je vais vous présenter le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Raven. Raven nous explique que quand elle était âgée de 6 ans, elle a déménagé avec son père dans une ville, précisément dans un quartier qui était considéré comme plutôt calme. Concrètement, le quartier n'avait pas la réputation d'être mal fréquenté, il n'y avait pas d'événements particuliers qui se produisaient là-bas, c'était en soi un quartier comme les autres. De plus, avantage de ce nouveau quartier, il se situait assez proche de l'école que fréquentait Raven. C'est pour dire, elle pouvait se rendre à l'école et rentrer ensuite à la maison à pied. Pour contextualiser un petit peu, Raven nous explique que la rue où son école se situe contient une haie qui a une barrière, une sorte de grillage, et ce grillage a un petit trou à peine visible. C'était pas un trou très grand, un petit chien pouvait s'y faufiler, et de l'autre côté de cette barrière, il y avait un chemin de randonnée qui menait jusqu'à un parc. Un parc qui n'était pas très loin du domicile de Raven. Tous les jours, après avoir emménagé dans ce nouveau quartier, Raven partait pour l'école vers 6 h et elle rentrait vers 17 h 30. Sachant qu'elle rentrait à pied, elle avait pour habitude de voir les différents parents qui allaient eux chercher leur enfant. Donc, rapidement, elle a pu apercevoir des visages familiers. Mais un jour, en sortant de l'école, comme d'habitude, Raven a remarqué un homme qui n'attendait pas un enfant, mais qui était un peu plus loin que la sortie de l'école, là où il y avait tous les parents. Et cet homme semblait observer la sortie d'école. Il regardait les parents et les enfants qui sortaient. D'abord, Raven n'en a pas pensé grand chose. Elle s'est dit que c'était peut-être un passant un peu curieux, ou alors peut-être quelqu'un, un proche d'un enfant qui venait le récupérer, sachant que les parents n'étaient pas disponibles, et c'est pour ça que ce visage n'était pas familier à Raven. Mais étonnamment, pendant plusieurs jours durant, elle a vu cet homme à chaque fois dans les mêmes circonstances. Et un jour, alors qu'elle s'est mise en route pour rentrer chez elle, entamer ses 15 ou 20 minutes de marche à pied pour retrouver le confort de son foyer, Raven a remarqué que l'homme qu'elle avait initialement vu à la sortie d'école n'était pas là. Elle s'est donc dit en prenant sa route que l'homme n'allait plus venir. Raven marche tranquillement et c'est en arrivant vers le quart de son trajet qu'elle a ressenti un malaise. Elle avait cette étrange impression d'être observée. Par réflexe et probablement pour se rassurer, Raven a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Et elle a bien eu raison. Elle pensait ne rien voir, mais elle a vu que l'homme se trouvait derrière elle à quelques mètres. C'est une vision d'horreur pour la jeune fille. Car au moment de cet événement, nous sommes en hiver, donc il fait nuit assez tôt. Le champ de vision de Raven n'est donc pas à sa capacité maximale. Elle n'arrive pas vraiment à discerner de quelconque détail, déjà à cause de l'obscurité d'une part, mais d'autre part parce que l'homme était vêtu de tenues très sombres. Il avait une veste noire, des gants noirs, un pantalon noir, ce qui le rendait difficilement observable dans l'obscurité qu'il y avait. Il y a qu'une seule chose qui se dénote de l'apparence de l'homme, c'est un objet qu'il semble tenir dans sa main, de la taille d'un téléphone. Raven trouvait ça plutôt étrange, donc elle a pris une bonne décision, celle de continuer son trajet, mais d'augmenter la cadence de sa marche. Et encore une fois, un signal d'alarme s'est déclenché dans la tête de notre ami quand l'homme lui aussi a accéléré sa marche. Raven continue son trajet et bien qu'elle était inquiète, elle essaie de se rassurer en se disant que toute la situation n'était qu'une pure coïncidence. Donc un peu plus loin, elle décide de regarder de nouveau derrière elle pour voir si l'homme est toujours là. C'était effectivement toujours le cas. Toujours pour s'assurer que l'homme ne la suit pas, Raven décide de faire quelques détours, de prendre des virages qu'elle n'était pas censée prendre et l'homme à chaque fois est sur ses traces. Donc au bout d'un moment, le doute n'est plus permis. L'homme semble effectivement suivre notre ami. Raven est sûr que cet homme en a après elle et qu'il n'a probablement pas de bonnes intentions à son égard. Elle se dit qu'il est inutile de courir
car l'homme pourrait la rattraper plutôt aisément, et alors qu'elle essaye de trouver une solution de sortie face à cette situation qui la dérange, elle se rend compte que l'homme commence à gagner du terrain sur elle, c'est-à-dire que la marche rapide de l'homme est plus rapide que la marche rapide de Raven. Et c'est là qu'elle tombe devant ce qui va la sauver. Elle arrive au niveau du fameux grillage dont j'ai parlé un peu plus tôt. Raven se dit que ce grillage, ce sera son barreau d'honneur. De par l'obscurité, elle a énormément de mal à retrouver le fameux trou qu'il y avait. Elle le trouve finalement, mais le trou était trop petit pour que la corpulence de notre ami puisse passer au travers. Donc Raven s'est mis à creuser pour agrandir le dit trou. L'homme, lui, se rapproche de plus en plus. Et finalement, Raven réussit son entreprise. Elle arrive à creuser un trou pour, en plus de la taille du trou initial, elle puisse passer. Elle passe donc au travers et elle se retrouve donc de l'autre côté du grillage. Une fois la séparation créée par le grillage réalisée, Raven là se met à courir de toutes ses forces. Ce n'est que quelques mètres plus loin qu'elle se retourne et qu'elle aperçoit l'homme au niveau du grillage qu'elle a traversé. Lui ne pouvait pas emprunter le même passage que Raven. L'homme était bien trop grand. Il aurait dû lui aussi creuser, et le temps de creuser plus le temps de rattraper Raven, elle aurait été déjà bien loin, c'est-à-dire à la maison. Ce qu'elle a entendu après avoir vu l'homme patienter au niveau du grillage, c'est un énorme cri, un cri de rage, celui d'un prédateur qui a perdu sa proie. Raven s'est arrêtée un petit peu, elle a observé la scène, sachant qu'elle était en sécurité, et elle a remarqué que l'homme, toujours au niveau du grillage, agitait l'objet qu'il avait dans la main en l'air. Et c'est ce geste-là qui a permis à Raven de voir clairement ce qu'était ce fameux objet. C'était un couteau. C'était la vision de trop pour notre amie, donc elle s'est précipitée ensuite pour rentrer chez elle en sécurité. Une fois arrivée chez elle, elle a patienté que son père ne rentre et elle lui a tout raconté. Le père de famille, inquiet, a contacté la police. La police s'est rendue sur place, au niveau du grillage, et ils n'ont pas retrouvé l'homme, mais ils ont tout de même fait une découverte. Ce qu'ils ont découvert, c'était le couteau de chasse que l'homme avait laissé au niveau du grillage, probablement avant de prendre la fuite. C'est là que le témoignage de Raven se termine. Je pense qu'on peut facilement comprendre que Raven ait pu avoir peur, sachant qu'elle a été poursuivie par un individu avec un couteau. Et généralement, quand quelqu'un nous poursuit avec un couteau, ce n'est pas avec de bonnes intentions. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous présenter le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Eric. Eric nous dit qu'à la fin du mois de juillet 2018, il s'est rendu à l'anniversaire d'un ami qui habitait à une quinzaine de minutes en voiture de son domicile. Lui vivait chez ses parents, et à ce moment de l'histoire, les parents étaient partis en vacances, laissant Eric seul chez eux. Il était là, il veillait sur la maison, mais également sur le chien de la famille. Il s'est donc préparé pour se rendre à la soirée d'anniversaire de son ami. Il a donné à manger à sa chienne, et ensuite il s'est assuré que toutes les issues étaient bien verrouillées avant de prendre la route. Il devait simplement s'arrêter pour récupérer un ami, Carl, et après avoir récupéré ce fameux ami, ils sont tous les deux partis pour aller à la soirée d'anniversaire de leur ami Jean. Il devait être aux alentours de 19 h quand le duo est arrivé sur place. L'anniversaire n'était pas censé durer très longtemps, il devait s'arrêter vers 21 h et les invités se connaissaient. En général, c'était des amis de lycée ou des amis d'enfance. Eric les connaissait tous, mais il ne les voyait pas forcément souvent. Mais la soirée s'était très bien passée, les conversations étaient fluides, donc tout se passait au mieux. Et nous arrivons à l'heure de fin d'anniversaire, 21 h. Jean, la personne dont c'était l'anniversaire, était tellement satisfait de sa soirée qu'il souhaitait la prolonger, ce qui peut se comprendre totalement. Donc il a proposé à tout le monde d'aller dîner quelque part. Eric est assez réticent face à cette idée. D'ailleurs, personne n'est très intéressé par l'offre de Jean. Mais finalement, sachant que c'est l'anniversaire de celui qui propose d'aller manger quelque part, tout le monde consent à accéder à sa requête. Des arrangements sont faits pour qu'il n'y ait pas 50 voitures qui aillent sur le lieu du restaurant, donc il y a un petit système de covoiturage qui est fait. Eric prend sa voiture et avec d'autres personnes, ils se rendent tous au McDonald's, un fast-food qui se situe à environ 25 km de là où avait lieu la fameuse soirée. Dans la voiture d'Eric, il y a Carl, celui avec qui il était venu à la soirée, et un autre ami du nom de Edgar. Ils se rendent au fast-food, Eric ne fait pas vraiment attention à l'heure, tout le monde arrive tranquillement et le groupe mange ensemble. Une fois que tout le monde avait fini de manger, Jean a proposé une nouvelle idée.
celle de continuer encore la soirée, mais cette fois-ci en boîte de nuit. Une boîte de nuit qui n'était vraiment pas à côté d'une part du domicile de Jean, ni de celui d'Eric, ni du fast-food, fallait faire un peu de route. Eric fait quelques calculs dans sa tête pour savoir combien de temps de trajet il va avoir après pour rentrer, sachant qu'il doit ramener son ami Karl aussi, et finalement pour lui ça va faire un peu trop tard, donc il a déjà pris sa décision, celle de ne pas se rendre dans la discothèque. Il est un peu fatigué, de plus il n'a jamais réellement passé de bons moments dans ce genre d'environnement, donc pour lui ça ne vaut pas le coup. Il fait donc part de son refus d'aller en boîte de nuit à ses amis, et tout le monde semble un peu étonné. Jean, lui, essaye de convaincre Eric de suivre le groupe, mais Eric est plutôt catégorique sur le sujet. Et voyant que Eric lui n'est pas très partant, Karl et Edgar, donc les personnes qui sont venues avec lui au fast-food, refusent également la proposition. Le groupe se divise donc, Eric, Edgar et Karl d'un côté qui vont chacun rentrer chez eux, et le groupe qui décide d'aller en boîte de nuit. Au niveau du groupe qui rentrait à la maison, Eric lui était le conducteur, Edgar lui était sur le siège côté passager, et Karl lui étant un peu fatigué était à l'arrière, allongé pour se reposer. Edgar, qui ne vit pas très loin en soi de chez Karl, propose à Eric, pour lui faire économiser de l'essence, de le déposer directement chez Karl. Lui dormira là-bas et il rentrera tranquillement le lendemain. Eric est d'accord avec ça et le groupe prend ensuite la route pour que chacun puisse rentrer chez soi. Le trajet se passe plutôt bien, il y a une bonne discussion, et c'est en arrivant vers le village de Karl que là, la discussion commence petit à petit à se terminer. Il nous dit que quand on arrive dans le village, il y a une ligne droite, assez petite, ensuite un virage, et après une grande route toute droite. Il y a encore quelques virages à faire, et ensuite on arrive à l'entrée du village. De nuit, ça peut être un peu dangereux, donc il faut quand même faire attention, d'où le fait que la discussion se soit un peu terminée au moment où la voiture arrivait vers le village. À l'entrée, il y a 2 bennes à ordures, et après les bennes à ordures, un rond-point, et à une des sorties, il y a la maison de Karl. Eric est exténué de la soirée qu'il a passée, tout le monde est d'ailleurs même très fatigué, et le véhicule arrive au niveau du panneau qui indique qu'on entre dans le village. Mais alors que chacun tombe un peu de sommeil, alors attention, personne ne va s'endormir au volant, mais voilà, tout le monde a les yeux un peu qui tombent. Chacun ressent une certaine fatigue et tout le monde veut juste retrouver le confort de son lit à ce moment-là. Mais un détail va attirer l'attention des passagers de la voiture. Eric voit des phares briller après un virage, mais briller vraiment assez fortement. Évidemment, voyant cela, Eric ralentit. En plus de ça, il va rentrer dans le village, donc il décide de faire très attention. Et après avoir passé le panneau, il tombe nez à nez avec le véhicule qui avait ses phares allumés. Il était face au véhicule d'Eric et littéralement, tous ceux qui étaient dans le véhicule étaient aveuglés par la lumière qui se trouvait en face d'eux. Donc Eric, voulant jouer la carte de la sécurité, et il a eu bien raison, a décidé de rouler au pas. Il s'est dit que le conducteur en face avait un problème ou que sais-je, et en se rapprochant petit à petit du véhicule, Eric se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le capot, mais assis d'une manière vraiment sereine. Eric décrit que c'était comme si quelqu'un était au bord d'une piscine. En plissant un peu les yeux et en se rapprochant, Eric arrive à distinguer quelques traits physiques. L'homme assis était un homme qui semblait avoir une trentaine d'années, les cheveux courts, noirs, et il avait une barbe assez épaisse. Et étonnamment, bien qu'il y avait une petite fraîcheur ce soir-là, l'homme était complètement torse nu. Edgar, le passager du véhicule d'Eric, a baissé sa fenêtre et il a demandé, dans un élan de courtoisie, si tout allait bien pour l'homme, est-ce qu'il avait une panne ou quoi que ce soit. Et l'homme, sans dire un mot, descend du capot de son véhicule et commence à se rapprocher du véhicule d'Eric. Bien qu'il arrive côté passager, Eric croise son regard. Et c'est un regard qu'il n'oubliera jamais. Son instinct lui a crié qu'il faisait face à un danger. L'homme, lui, ne disait pas un mot, et donc Eric a pris la décision de continuer la route. Il a relevé la vitre passager d'Edgar et il a enclenché la première pour partir. Il surveillait constamment le rétroviseur pour voir si l'homme avait un comportement encore plus bizarre. C'était un sentiment qui était commun à tous les passagers du véhicule. Tout le monde avait trouvé cette rencontre extrêmement étrange. Le groupe arrive finalement au niveau du rond-point et on voyait toujours le véhicule derrière. Et alors qu'Eric va prendre la sortie pour aller vers la maison de Karl, Karl fait une blague qui pourrait être peut-être plus proche de la réalité qu'on ne le pense. Il dit, imaginez, il était là pour jeter un corps dans les poubelles, parce que le véhicule qui a été observé était non loin des fameuses bennes à ordures qui se trouvaient à l'entrée du village. Eric gare son véhicule sur la place qui se trouve à côté du rond-point, et tout le monde sort.
Eric lui allume une cigarette et ensuite il salue ses deux amis. Après cela, il remonte dans ce véhicule et il est un peu anxieux à l'idée de repasser devant la personne qui l'a mis en mal à l'aise. Néanmoins, il n'a pas non plus envie de faire un détour parce que faire un détour ça lui prendrait 15 minutes de plus, donc il se dit qu'il vaut mieux passer par là où il est arrivé et il essaie de se rassurer en se disant que la rencontre bizarre qu'il a fait est juste une rencontre bizarre, qu'il n'y a pas nécessairement de danger derrière tout cela. Il rebrousse donc chemin et encore une fois, l'individu avec son véhicule était toujours au même endroit. Mais Eric remarque qu'il y a tout de même des choses qui diffèrent de la première rencontre. Il remarque que les portes arrière du véhicule sont ouvertes, mais que le couvercle d'une des bennes à ordures l'est également. Et il voit que l'individu est en mouvement, qu'il jette en gros des sacs poubelles de petite taille. Mais il en jette beaucoup. Quand Eric voit la scène, il remarque que l'homme en a jeté au moins 3. Donc qui sait combien cet homme a pu en jeter réellement. Eric arrive au niveau du véhicule et il se passe plusieurs choses. Déjà, il remarque que dans le véhicule, il y a encore plein de sacs poubelles à jeter. Et autre chose, le regard d'Eric croise celui de l'individu et d'un coup, l'homme ferme ses portières de voiture et il hurle de rage. Instinctivement, Eric, lui, met le pied au plancher pour sortir de cette situation qui pourrait empirer. Eric s'est précipité à bord de sa voiture pour rentrer le plus rapidement chez lui et il réussit ce qu'il avait envisagé. Il rentre chez lui en 4e vitesse et une fois dans la sécurité de son domicile, il a un léger rire nerveux car il se dit que quand même il a probablement surréagi. Il se dit que c'est probablement la blague de Karl qui l'a fait penser des choses très négatives alors qu'en fait il ne se passait absolument rien. Il essaye de se rassurer en se disant que l'individu qu'il a rencontré était peut-être ivre ou qu'il avait consommé des substances, mais qu'il n'y avait rien de plus grave que ça à signaler vis-à-vis de la situation. Et bien que son cerveau, lui, essayait de justifier tout ce qui s'était passé, son instinct, lui, n'arrêtait pas de lui envoyer des signaux pour lui dire « t'as vraiment échappé à un truc bizarre ». À ce moment-là, quand il réfléchit à tout ça, Eric n'est pas encore rentré chez lui. Il est sur un parking qui se trouve devant, toujours dans son véhicule. Il essaye de faire redescendre la pression avant de rentrer. Et alors qu'il est dans ce processus-là, il se rend compte qu'il y a des phares au loin qui semblent se rapprocher. Et ces phares sont sur la route qui relie le village de Karl et celui où vit Eric. Eric nous dit, pour contextualiser un peu plus, que au bout de la route qui relie le village de Karl et celui d'Eric, quand on est plutôt vers chez Eric, la route prend une forme de Y. Il y a une branche de la route qui continue et l'autre qui mène là où vit Eric. Et au niveau de la séparation des branches, il y a un panneau. L'homme s'est arrêté au panneau, il est sorti et encore une fois, il a commencé à s'énerver. Il a frappé sur son véhicule, il a frappé plusieurs fois contre le panneau et Eric lui assistait impuissant à cette scène-là. Il a juste pris son téléphone pour envoyer un message à Edgar pour lui dire « Les gars, le mec qu'on a croisé m'a suivi jusqu'à chez moi ». Et après avoir envoyé un message, l'homme s'est en quelque sorte calmé et il a jeté un coup d'œil autour de lui. Et c'est là que son regard s'est posé sur le véhicule d'Eric. Notre ami pense que l'homme a reconnu sa voiture. Donc, il a commencé à faire quelques pas en direction de celui-ci. Eric nous fait part d'une histoire de son passé pour expliquer comment il a réagi face à cette situation. Il nous a dit que quand il était plus petit, avec ses parents, il a eu un accident de voiture qui a fait que la voiture s'est retournée dans un fossé. Son père était bloqué à cause de la ceinture de sécurité. Sa mère, elle, avait réussi à s'extraire de la voiture. Et suite à cette mésaventure, les parents d'Eric lui ont toujours suggéré d'avoir un couteau dans la boîte à gants pour pouvoir se libérer si une telle situation était amenée à se reproduire. Et donc, mettant en pratique ce conseil, Eric avait effectivement bel et bien un couteau dans la boîte à gants. Donc il s'en est emparé et il est sorti de sa voiture pour patienter devant. L'homme, lui, continuait sa marche jusqu'à notre ami et Eric lui a crié qu'il était au téléphone avec la police et qu'il avait donc deux possibilités. Soit partir, soit revenir et faire face aux agents de police et potentiellement aussi au couteau qu'il avait dans la main. Eric était complètement désespéré, il était en stress total et pendant quelques secondes, Eric et l'homme se sont regardés sans se quitter des yeux. Et au bout de ces quelques secondes, l'homme a fait demi-tour et il s'est précipité vers sa voiture et il a fichu le camp. Une fois que le véhicule de l'individu était hors de vision, là, Eric s'est écroulé sur le sol. Il a fumé une cigarette, il avait les larmes aux yeux et une fois que la pression est redescendue, il est rentré chez lui. Et le lendemain, il est allé faire une déposition à la police. Il a tout raconté, il a fait
la meilleure description qu'il pouvait de l'individu, de son véhicule. Il n'avait pas de plaque d'immatriculation à fournir. Il a également parlé de l'activité suspecte que l'homme avait au niveau des poubelles. La police a enquêté, mais ils n'ont absolument rien retrouvé. C'est là que l'histoire d'Eric se termine. Encore aujourd'hui, il avoue qu'il se demande ce que l'homme pouvait bien lui vouloir et qu'est-ce qu'il aurait fait si, effectivement, il avait réussi à l'atteindre. C'est-à-dire, que se serait-il passé si Eric n'était pas sorti avec son couteau pour le menacer? Je l'admets, c'est une question que je me pose aussi. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous présenter le témoignage de Scott. Scott nous dit qu'il a rencontré quelqu'un du nom de Louis quand il était en 6e. Scott venait d'arriver dans un nouveau collège, en plus en cours d'année, donc il ne connaissait absolument personne. Il a passé la matinée avec le fameux Louis et l'après-midi ensuite il n'y avait plus cours. Et étrangement, le lendemain, Louis n'est pas revenu en cours au collège. Et il avait une bonne raison à cela, c'est que son père s'était en réalité donné la mort. Le temps a passé de 2 semaines environ, Louis, faisant probablement son deuil, n'est pas venu pendant toute cette période, et à son retour, Scott a continué de sympathiser avec lui. Mais rapidement, à force de le côtoyer, il s'est également rendu compte que Louis commençait à tomber dans certains vices. La fumette, l'alcool, et en plus de ça, il faisait énormément de bêtises, alors que Scott et Louis étaient à un jeune âge, ils n'étaient qu'en 6e. Louis a continué de sombrer, il s'est mis à faire du trafic de cigarettes dans le collège. Il avait des comportements violents à l'égard d'autres élèves, allant même jusqu'à la menace de mort qui a été réalisée parce qu'il souhaitait qu'un autre élève lui montre ses parties intimes, chose que l'élève a fait sous la menace, et Louis l'a d'ailleurs touché. La direction du collège n'était pas au courant de tout cela, mais en plus de ses problèmes de comportement vis-à-vis des élèves, il avait également des problèmes de comportement en classe. Donc il était à plusieurs fois, à cause de ce comportement-là, au bord de l'exclusion du collège. Scott, lui, était également souvent convoqué par la direction de l'école, car étant un ami de Louis, on lui posait des questions. On essayait de comprendre en fait pourquoi Louis avait ce comportement-là. Scott, pendant beaucoup de temps, a été la victime du comportement de Louis, non pas que Louis avait un comportement violent à son égard, mais la direction du collège allait fréquemment demander à Scott des choses vis-à-vis du comportement de Louis, alors que Scott n'avait pas forcément la réponse aux questions qu'on lui posait. Par exemple, à un moment donné, Louis a introduit un couteau dans l'enceinte du collège. Donc, alors qu'il était en cours, Scott a été appelé par la direction et il a été interrogé par ceux qui dirigeaient l'école, mais également les gendarmes. Il a même été menacé, on lui a dit qu'il pourrait être lui-même exclu du collège s'il ne coopérait pas, alors qu'il ne savait tout simplement pas où Louis avait pu cacher l'arme en question. Finalement, Louis, à cause de son comportement, a été exclu du collège. Mais ça ne s'arrêtait pas là, parce que au-delà de l'enceinte du collège, Scott restait son ami. Donc, quand il était en 4e, il a voulu lui acheter un cadeau et Louis l'a emmené dans un hangar et il a essayé de réaliser des attouchements sur lui. Scott ne doit son salut qu'au fait qu'il a simulé un appel de sa grand-mère, le libérant de cette situation très compliquée. Louis, lui, était constamment réprimandé pour son comportement, même dans ses nouveaux établissements. Par exemple, en internat, il a été viré parce qu'il a réalisé des attouchements sur d'autres élèves. Il a réalisé des abus quand il était en stage sur un collègue. Louis est clairement au bord de l'emprisonnement, toujours pour les mêmes motifs, ça tourne toujours autour des abus. Scott a essayé de se séparer de cette personne, mais Louis est persuadé qu'ils sont encore amis, donc il reçoit régulièrement des messages, mais Scott, lui, prend soin de se tenir à bonne distance de cet individu, et il a clairement raison. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous présenter l'histoire que nous a partagée Charles. Charles nous dit qu'il vivait dans une banlieue de Lyon qui n'avait pas la réputation d'être une banlieue très sécurisée. Selon ce qu'il nous explique, l'endroit était considéré comme ayant de mauvaises fréquentations. C'est pour dire, non loin de chez notre ami, il y avait eu une attaque au couteau. Donc, la mère de Charles n'était pas très sereine à l'idée de le laisser sortir seul, surtout quand la nuit commençait à tomber. Donc, pour rassurer ses parents, il rentrait toujours avant qu'il ne fasse nuit, mais un soir,
ses parents ainsi que ses frères et sœurs sont allés au cinéma, donc lui a décidé également de se faire une sortie de son côté. Il est sorti voir des amis à l'extérieur, il a commencé à pleuvoir. Donc ne voulant pas être tout mouillé, ils se sont posés chez l'un des amis. L'endroit n'était pas très loin en soi de chez Charles, une dizaine de minutes à pied seulement. Il était au courant que ses parents devaient rentrer vers 22h30, donc il a décidé de rentrer avant cette heure-là pour que ses parents ne soient pas au courant qu'il était sorti sans les prévenir. Il faisait donc attention à l'heure, le moment avec les amis était très bien, et à un moment donné, la mère de Charles l'a appelé. Elle a appris qu'il était sorti, et donc elle lui a dit qu'il fallait qu'il rentre sur le champ. Charles, au moment de rentrer, n'avait pas mangé et il avait assez faim, donc un de ses amis lui a proposé de lui faire des nouilles instantanées. Nouilles qu'il pourrait manger directement sur le trajet. C'était les nouilles où on devait faire bouillir de l'eau et remplir une sorte de pot avec cette eau bouillante, et ensuite on pouvait les déguster. Charles prend donc son bol de nouilles, il commence à prendre la route pour rentrer chez lui. Il faisait nuit, les lampadaires parfois dysfonctionnaient, donc il n'y avait pas une très bonne luminosité. Pour pouvoir manger et s'éclairer, il avait donc son téléphone dans la même main que son bol de nouilles. Et alors qu'il arrivait au niveau d'une intersection, il a vu quelque chose qui a attiré son attention. Il y avait des pieds qui dépassaient d'une poubelle. Tout de suite, ça lui a donné un coup de sursaut, donc il s'est décalé de là où il était, et c'est en se décalant qu'il a pu voir ce qu'il y avait derrière la poubelle. Il y avait un homme de petite taille avec une capuche sur la tête. Charles a préféré ne pas se poser de questions, il a directement pressé le pas pour rentrer chez lui. Il s'est presque mis à courir. Et à la grande surprise de Charles, l'homme s'est mis à lui courir après. Et il courait extrêmement vite, plus vite que Charles qui avait les mains prises. Donc il ne sait pas vraiment comment, par réflexe probablement, à un moment donné, sentant que l'homme se rapprochait de plus en plus de lui, il s'est retourné et lui a jeté l'eau qu'il y avait dans son bol de nouilles à la figure, eau qui était encore extrêmement chaude. L'homme tout de suite a posé ses mains sur son visage ébouillanté par l'eau, et c'est en faisant de gestes qu'il a fait tomber quelque chose. Il y a eu un bruit de métal qui a attiré le regard de Charles et il a vu que ce que l'homme avait fait tomber, c'était une broche. L'homme, lui, hurlait de douleur et Charles, lui, a décidé de ne pas rester plus longtemps face à lui. Il a couru aussi vite que possible jusqu'à chez lui. Une fois arrivé à la maison, ses parents n'étaient pas encore rentrés, il a appelé la police et l'homme a été retrouvé à la poubelle où Charles l'avait rencontré initialement. L'homme a été arrêté et c'était un homme connu des services de police car il avait des antécédents d'agression, de tentatives d'abus, mais également de tentatives d'homicide. On ne sait pas si l'homme a été arrêté et emprisonné, mais quoi qu'il en soit, Charles est très heureux d'avoir eu à ce moment-là, lors de cette rencontre, son fameux bol de nouilles, car c'est clairement cela qui, selon lui a sauvé la vie. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous présenter le témoignage que nous a partagé Alex. Alex nous dit qu'il travaillait dans un fast-food. Son fast-food se situait dans une petite ville et Alex nous précise qu'il réalisait constamment la fermeture. Donc, il n'est pas inhabituel pour lui de rentrer chez lui vers 1h ou 2h du matin. Pour contextualiser un petit peu les choses et nous expliquer le fonctionnement du travail d'Alex, il nous dit que généralement, la salle où les gens peuvent manger sur place ferme 1 heure avant la fermeture du drive, le service où on peut récupérer une commande en voiture. Donc, en général, de 23h à minuit, Alex n'a plus personne dans le restaurant et il n'a qu'à gérer les commandes au drive. Il n'a pas de visuel avec eux directement, il n'a que son casque pour communiquer avec eux et lui il peut les voir éventuellement au travers des caméras de sécurité. Donc au moment des faits, le restaurant a fermé, on arrive aux alentours des minuit, donc le drive également va fermer. Alex sort pour tirer une sorte de bande et indiquer qu'il n'y a plus d'accès possible et le chemin pour récupérer sa commande se situe à l'arrière du restaurant, donc Alex est obligé de passer par là. Et alors qu'il y est, il est au niveau de la porte de service, il remarque qu'il y a une silhouette sombre qui l'attend. Au départ, Alex ne stresse pas trop. Un de ses managers lui a déjà fait une blague pour l'effrayer, donc il n'y a pas de stress à ce moment-là. D'ailleurs, pas de stress parce qu'il pense qu'en fait c'est le manager qui récidive sa blague. Sauf qu'il se souvient rapidement que son manager est à ce moment-là en pause. Donc il ne serait pas en train de faire une blague clairement à ce moment donné de la soirée. De plus, il l'a vu quelques secondes avant dans le restaurant et c'était impossible qu'il fasse le trajet aussi rapidement. La silhouette s'avance vers Alex, il n'y a pas d'éclairage donc il ne voit pas son visage. Alex lui
recule un peu et il se trouve maintenant à une des vitres qui donne sur le restaurant. Il est dans le champ de vision du manager, mais le manager ne le voit pas car il est sur son téléphone. La silhouette, elle, continue d'avancer vers Alex. Et là, Alex a une idée. Il nous explique qu'en fait, quand une borne est activée indiquant la présence d'un client, il y a une sorte de micro qui s'active et tous ceux qui ont un casque dans le restaurant peuvent entendre ce qui est dit. Alex en avait un et le manager aussi, donc il active une des bornes pour que son manager puisse entendre quelque chose. La borne est donc activée, le manager lui se réveille un petit peu, il sort son regard de son téléphone et il demande dans le micro du casque pourquoi Alex a activé une borne sachant que le drive était terminé. Et n'ayant pas de réponse, le manager décide de sortir par la porte de service, accompagné d'une lampe et de son téléphone. La fameuse silhouette qui effrayait Alex était maintenant entre lui et le manager. Donc, peut-être parce qu'il était acculé, la silhouette qui était un jeune homme s'est mise à crier et ce jeune homme est rentré dans Alex le poussant sur le sol et il s'est enfui en courant. La silhouette a disparu dans l'obscurité de la nuit et le manager, ayant brièvement assisté à la scène, relève Alex et le ramène à l'intérieur du restaurant. Et à peine Alex a eu le temps de se remettre de ce qu'il s'était passé qu'une voiture de police s'arrête devant le fast-food. Les agents viennent interpeller Alex et le manager et leur posent une question qui semble expliquer ce qu'il s'est passé. En fait, les officiers de police annoncent qu'un patient du service psychiatrique d'un hôpital s'est enfui. Les caméras de sécurité ont été consultées et les officiers de police confirment que la fameuse silhouette qu'on voit sur plusieurs enregistrements et plutôt bien est effectivement la personne qui est recherchée. La police se remet donc à sa recherche et fort heureusement, le jeune homme est retrouvé à une gare qui se situait non loin du fast-food. Donc tout semble s'être bien fini. Et quelques jours plus tard, Alex a eu quelques explications supplémentaires. En fait, le jeune patient a aperçu Alex sortir du fast-food et il s'est dit, voyant qu'il était complètement isolé et dans l'obscurité, qu'il pourrait peut-être facilement lui voler son téléphone portable. Ce qu'il voulait, c'était pas dépouiller directement Alex, il voulait en fait appeler sa petite copine pour qu'il vienne la chercher et fuir l'hôpital psychiatrique. Le manager a refusé de montrer à Alex les enregistrements de caméras de surveillance. Est-ce qu'il y avait sur ces caméras qui ont une fonctionnalité de vision nocturne des choses qui pourraient montrer qu'Alex a eu énormément de chance? C'est possible. Est-ce que le jeune homme avait un couteau ou quelque chose de la sorte? Ça, Alex l'ignore complètement. Mais on ne peut être qu'heureux en tout cas que cette histoire soit bien finie, qu'Alex n'ait rien eu et que le patient ait été ramené dans un endroit où on pourra prendre soin de lui. Mesdames et messieurs, nous en avons terminé pour ces différentes histoires qui se sont toutes passées en France. J'espère que la vidéo vous a plu, que ces histoires vous ont plu. Ce sont des événements qui pourraient arriver à n'importe qui, vraiment qui rentrent dans notre quotidien malheureusement. Donc ça nous rappelle toujours qu'il faut faire attention sans pour autant entrer dans une paranoïa constante. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me suivre sur Instagram AkenTV que je vous affiche juste ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!